Merci beaucoup. Alors vous ne le saviez pas, mais ce matin, Éric Fiat avait ouvert son intervention avec la passion et l'amour, et on termine ce soir avec la passion. Est-ce qu'il y a des questions? Très certainement. Je voudrais vous demander comment un individu peut concilier, faire des choix, son besoin d'avoir une réflexivité sur ses choix et l'évolution permanente des vérités scientifiques. Non, mais il y a une contradiction. Donc chacun les bricole. Chacun bricole. Et en fait, ça va se résoudre la plupart du temps par des séquences différentes. C'est-à-dire, il y a un moment, par exemple en lisant un livre ou un magazine, on va ouvrir une séquence de réflexivité. On va mettre en doute ses propres repères, ses propres valeurs. Et puis, dès qu'on va se rapprocher à nouveau de l'action, on va refermer cette fenêtre et ces certitudes. On a des changements. Là, dans mon dernier livre sur les agacements dans le couple, hein, c'est vraiment pas un truc dérisoire en fait, hein, parce qu'il y a un deuxième tome beaucoup plus théorique c'est tout à fait étonnant de voir l'agacement, c'est comme un petit coup de foudre à l'envers, hein, c'est-à-dire que le coup de foudre, vous oubliez un petit peu votre identité ancienne et il y a un élan émotionnel vers l'autre ou vers ce qu'on va construire ensemble. Et l'agacement, il y a la surprise de redécouvrir ce geste, cette attitude que l'on croyait complètement oublier, un objet pas rangé, souvent les chaussettes du mari, par exemple, qui traînent dans le salon, ou le rapport au temps, il y a toujours un ponctuel, et puis l'autre qui, pour faire plaisir, dit oui, je suis prêt dans 2 minutes, et puis en fait, 10 minutes plus tard. Et il n'est toujours pas prêt, et la fois d'après, on continue à croire, c'est incroyable, quand il dit dans 2 minutes, je suis prêt, c'est hallucinant, quoi. C'est-à-dire qu'on oublie une partie de la personne, on zappe et on rentre dans notre vision. Donc c'est un petit coup de foudre à l'envers parce que d'un seul coup ça arrache à la socialisation conjugale, ça éloigne du partenaire et on se retrouve dans ces évidences strictement personnelles, avec des fois comme un petit bonheur de se retrouver dans ces évidences personnelles. Et puis on va refaire le chemin vers le partenaire. Mais ce qui est tout à fait frappant, c'est que quand on tombe sur le geste qui agace l'attitude, on l'avait oublié. Et les techniques pour dépasser l'agacement, ça va consister, il y a plein de petites techniques tout simples consistant à changer de pièce, détourner le regard, etc., à zapper, à oublier, et même des fois à se fixer sur un autre aspect de la personne. Donc c'est tout à fait surprenant de voir à quel point nous changeons, nous avons des séquences où nous ne sommes pas les mêmes, et nous n'en avons absolument pas conscience. Nous avons l'idée qu'il y a une continuité absolue, alors que nous ne sommes pas à 100% différents, mais nous présentons des facettes identitaires très différentes. Et sur cette question, réflexivité ou construction d'une micro-croyance personnelle, nous n'arrêtons pas d'alterner. Et dans les deux moments, ça peut être très fort. Ça peut être très fort dans un sens et très fort dans l'autre. Oui, merci pour votre exposé qui est très, très vivant et très clair. Moi, je me posais la question aussi de la place des médias et des places des nouvelles technologies comme caisse de résonance par rapport à tout ce que vous avez évoqué. Parce que cette liberté qu'on met en avant effrénée, qui est pseudo-liberté, ou cet individualisme essentiel, en fait, va de pair avec des nouvelles dépendances qui sont très fortes. Il y a un affaiblissement des interdits, mais on sait très bien qu'il y a des dépendances très fortes. Il n'y a qu'à voir les adolescents qui actuellement restent chez leurs parents très très longtemps. Vous-même, vous avez pris comme exemple tout à l'heure, ce qui m'a un peu étonné, mais ce que j'entends aussi, c'est la publicité du Club Méditerranée. Je veux réussir mes vacances. Et j'ai l'impression qu'il y a comme ça un discours construit à travers les médias, une nouvelle technologie. Donc, je voulais avoir votre sentiment sur l'importance aussi de les caisses de résonance de ces éléments-là. C'est pas neutre. C'est-à-dire, si on coupait actuellement ça, qu'est-ce que ça donnerait ? Ce ne serait pas possible. Il y aurait une révolte des gens. Hein. Parce qu'on n'en peut plus. Les gens en souffrent. Alors, des fois, il y a un discours nostalgique sur le village d'autrefois. 15 jours dans le village d'autrefois, les gens explosent, quoi. Donc, en tant qu'image, comme ça, ou alors comme expérience, je dirais pour 15 jours, 3 semaines, mais ça serait tout à fait impossible. Alors, c'est vrai que les médias, il y a des langages, il y a des éléments tout à fait construits qui nous sont imposés, mais il faut bien voir qu'il y a une demande très forte justement de repères des gens. Face à ce désarroi, cette fatigue, ce caractère déstabilisant de l'autonomie, c'est impossible
L'autonomie individuelle totale, c'est strictement impossible. Donc il y a une demande. Moi je suis dans le système, je dirais, des journalistes qui se retournent vers moi pour faire des interviews. J'ai 2 à 3 demandes par jour, quoi, sur tous les sujets de la vie quotidienne. Et la plupart du temps, quand l'interview se termine, les journalistes me demandent alors quelques conseils. Quels sont les guides, quoi. Moi, en tant que scientifique, je me refuse de rentrer dedans parce qu'on n'a plus la liberté, je dirais, de la démarche scientifique si on commence à définir quel peut être le bon comportement. Mais je comprends complètement la demande des journalistes parce que ça répond à une demande des gens. Ils ont besoin de repères, pas forcément pour les appliquer. La plupart du temps, ils vont bricoler leur petite distance avec ça. Mais ils cherchent des normes. Moins les normes sont obligatoires, plus les gens sont complètement angoissés de ne pas les avoir. Qu'est-ce qui se passe sur la plage, dans mon enquête sur la plage? Les gens regardent à droite, à gauche pour voir ce qui est normal. Ce n'est pas pour rien qu'il y a ce terme de Beaussin normal. Ils cherchent quelle est la norme pour, même si elle n'est plus imposée, justement, ils la recherchent encore plus. Donc ils sont en demande de contexte, d'imaginaire, de protecteurs qui vont un petit peu les définir à un moment. Ils veulent rentrer dans les petites coquilles, quoi, d'une certaine manière. Alors justement, nous, on dirige des clubs med avec des milliers d'agents qui sont tous, non pas les seins nus, mais avec en plus des patients à guérir et des normes de qualité et un regard journalistique extrêmement aigu sur l'hôpital. Et en vous écoutant, on se demande si vraiment ce métier de directeur d'hôpital, il a un sens. Parce que cette espèce d'anémie économique qui entraîne une anémie sociale avec une montée de corporatisme, cet individualisme forcené fait que finalement nous, les responsables chargés de donner du sens, on est un peu en difficulté. Alors on se raccroche à des choses qu'on connaît, mais en définitive, plus je vous écoute, plus je me dis que ce métier, c'est vraiment la réconciliation des contraires en permanence. Et la production de sens que vous avez inscrit dans votre titre, elle est pour nous obligatoire, parce qu'il faut faire tourner la boutique. Il y a des malades derrière et des gens qu'on guérit ou qu'on ne guérit pas, ou avec des pertes de chance si on n'arrive pas à donner un sens à notre fonctionnement. Mais vous convenez avec moi que c'est quand même un super beau métier, hein. Ah ben non, mais là, mais en même temps, comme vous dites, mission impossible. Alors là, c'est François Dubé, sans doute, qui aurait mieux parlé que moi. Lui, il parle pour la seconde modernité du déclin de l'institution. Les institutions fortes qui peuvent imposer, je dirais. Pourquoi? Parce que les déclins du programme, il montre comment la première modernité s'est inscrite sur un grand programme institutionnel, des grandes institutions républicaines, face auxquels les gens étaient respectueux, je dirais, quoi. Aujourd'hui, on se définit de plus en plus soi-même, et comme on est fragile, on va très vite rentrer dans la position de la victime. C'est très commode pour se construire la position de victime face à un méchant quelconque, quoi, hein. Donc face à ça, face au désarroi des personnes qui cherchent à se construire par elles-mêmes, cette autonomisation dans tous les sens des individus, la logique de l'institution devient extrêmement complexe, hein, mais c'est un défi extraordinaire. En même temps, d'un certain côté, étant donné le désarroi des gens, quand en plus il y a la maladie, il y a une il y a souvent une fragilité, et la maladie qui fragilise encore plus. Dans des situations comme celle-là, les personnes peuvent rêver d'une prise en charge, je dirais, un petit peu totale. C'est des fois ça alors là je change de registre, mais par exemple dans le coaching, souvent, qui peut être
uniquement une intervention de conseil un petit peu extérieure. Mais des fois, dans la demande d'intervention du coaching, il y a la demande d'être dessaisi soi-même de toute son autonomie, d'avoir un moment de repos, je dirais. Et en plus, quand il y a la maladie, il peut y avoir une demande de prise en charge, à la limite, pour certains, je ne sais pas, c'est pas mon domaine, pour certains malades, peut-être presque trop forte à la limite, parce que pour les sortir de la maladie, il ne faut pas seulement les guérir, mais il faut qu'ils retrouvent leur autonomie également. Mais bon, c'est fondé sur toute une série de contradictions, hein, ça. Oui, Véronique Anatole. Oui, j'ai deux questions sur la notion d'identité. Là, j'ai beaucoup aimé la manière dont vous présentez cette notion d'identité comme un phénomène de construction permanent, mais vous l'avez beaucoup présenté sous la forme de la construction à travers la relation inter-individuelle et pas tellement à travers la notion de groupe. Justement, et je reviens, et là, dans le monde hospitalier, on a, Guy Vallet l'évoquait tout de suite, des identités métiers très fortes qui sont la relation au groupe qui crée une identité très forte. L'identité métier, notamment, est une identité très forte à l'hôpital. Donc, je voulais un petit peu avoir votre sentiment sur cette question, identité dans la relation individuelle ou identité à travers l'appartenance au groupe. Comment est-ce que vous articulez ces deux notions? Alors oui. Non, mais allez-y. Et c'est vraiment le mot articulation qui est important parce que ce n'est pas deux espèces de catégories séparées, quoi. L'individu se construit, l'individu n'est rien sans des appartenances. Donc il a des appartenances, mais il est construit sans cesse, puis elles sont vivantes et sont changeantes, et souvent il a plein d'appartenances, quoi. Donc il n'est pas réduit à une seule appartenance. Donc on construit l'identité individuelle en référence à des identités collectives. Il y a simplement dans certains cas des identités collectives qui peuvent devenir totalisantes. Alors ça a été signalé, c'est le fondamentalisme par exemple, quoi, qui est effectivement quelque chose de très moderne, de très actuel. C'est Olivier Roy qui fait des travaux là-dessus tout à fait remarquables. D'ailleurs les plus ultras, c'est pas votre question, hein, mais les plus ultras dans les fondamentalistes, les terroristes d'Al-Qaïda, etc., c'est pas du tout des personnages très religieux archaïques, c'est des jeunes qui ont été confrontés à la modernité, qui ont été faire des études aux États-Unis, etc., qui ont été complètement déstabilisés et qui se sont reconstruits dans une coquille, un imaginaire total et totalisant qui définit toute leur existence, quoi, avec une violence très forte. Alors les identités professionnelles, c'est pas ça, mais ce qu'il faut bien voir, c'est le mot articulation, quoi, parce qu'elles sont jamais en bloc. Elles sont en mouvement avec des individus qui construisent leur identité toujours avec un travail, des petits décalages avec ces identités professionnelles. Donc tout ça est articulé et en mouvement, en changement en même temps. Merci. Oui, justement, ma deuxième remarque, elle était aussi sur la notion de valeur, ces valeurs identitaires par rapport à cette société de l'ultra-individualisme. Et on le voit bien, enfin on voit, donc vous avez très bien décrit le fait que, et depuis ce matin on le voit bien, que cet ultra-individualisme finalement a un aspect d'une certaine manière totalitaire. D'ailleurs vous venez d'employer ce terme tout de suite dans la réponse. Et est-ce qu'une des réponses pourrait être un peu positive, parce que depuis ce matin on est quand même assez négatif et pessimiste, est-ce que c'est pas justement dans le rappel un certain nombre de valeurs? Et on le voit bien d'ailleurs à travers la campagne présidentielle où en permanence les candidats, quels qu'ils soient d'ailleurs, font référence aux valeurs, un certain nombre de valeurs. Nous, nos valeurs, c'est le service public, un certain nombre de choses un peu immanentes, permanentes, qui peuvent être justement la contrepartie à cet ultra-individualisme qui peut être source de totalitarisme finalement. Mais c'est très difficile ces valeurs, ou alors elles sont vraiment très minimalistes. Parce qu'on est fondé sur un espèce de modèle. C'est un modèle qui structure le développement de la société et qui en même temps est impossible à appliquer concrètement. C'est le modèle de l'individu autonome et autodéfini. Et ça, c'est insupportable et trop fatigant pour les individus. Donc ils cherchent des repères, des réconforts, des caresses, des caresses sociales, j'ai envie de dire, des sécurisations, etc. C'est pour ça qu'à un certain moment, un discours sur les valeurs va passer. Mais quand on va essayer de concrétiser quelles valeurs, ça va être très dur de trouver des consensus et des compromis, ou alors de façon minimaliste. Par contre, dans des contextes plus réduits, on peut trouver des accords, des compromis, et surtout il peut y avoir des engagements momentanés. Ça, c'est très possible. C'est pour ça que je parlais des loisirs, des passions. Ça peut être un groupe qui se constitue, et là, il y a un partage commun,
et puis qui définit, qui cadre l'existence. L'individu est entouré, il a besoin d'être entouré. Mais cet entourage, surtout d'un point de vue institutionnel, est très dur à instituer de manière forte, avec des valeurs en arrière-plan, parce qu'il y a ce besoin d'autonomie individuelle, et ça va rentrer en contradiction, quoi. Oui, Oui, moi j'ai dévoré tous vos livres avec beaucoup de plaisir, parce qu'il y a un côté amusant, comme en partant d'une machine à laver, vous aboutissez quand même à une structuration sociale. Mais je voudrais reprendre la dimension du feu. Ce que vous entendez dans vos raisonnements, c'est que finalement les gens vont quand même se référer à des espèces de systèmes archaïques. Et effectivement, sur la plage, on se retrouve un groupe, et c'est le groupe qui va définir de façon un peu sauvage la norme, entre guillemets. Alors, est-ce qu'on ne peut pas se poser la question dans la discussion d'aujourd'hui, en reprenant les choses, en disant qu'il y a un passage, qui est peut-être un passage un peu difficile pour tout le monde, qui est le passage d'une espèce d'indétermination dans lequel, de façon individuelle, les gens essayent de se restructurer, quitte à aboutir après à un système de groupe. Parce que quand on regarde l'histoire, il y a toujours eu comme ça des systèmes de grands empires qui amalgamaient des tas de gens, et où on s'apercevait à l'usage qu'en fait il y avait une hétérogénéité complète, mais que cette hétérogénéité restructurait finalement ces empires après leur effondrement ou même dans leur continuité. On parlait ce matin de la Chine. La Chine, c'est un assemblage extrêmement complexe qui probablement explosera un jour, mais qui en même temps a structuré comme ça de force. Et plutôt que de parler de post-modernité, est-ce qu'on ne peut pas parler plutôt d'un passage un petit peu difficile, comme le disait tout à l'heure, les directeurs ont une vie très difficile face à des médecins, des infirmiers, des syndicalistes, des humanités très, très compliquées. Donc, est-ce qu'on n'est pas plutôt dans un passage, c'est la question, le fond de la question, plutôt que dans une espèce de structuration d'une société qui est quand même très problématique, parce que nos enfants, un des éléments de vérité pour eux, c'est que c'est marqué sur Internet. Une fois que ça a été dit sur Internet, blogué ou écrit, c'est que c'est vrai. Ce qui est quand même la plus belle des pensées magiques sur une technologie très avancée. Oui, ben ça peut peut-être permettre de terminer un peu de manière un peu plus positive et optimiste. Oui, c'est évident, nous sommes dans une période de transition. Mais ça bouge, ça change très fort aujourd'hui. Et à chaque fois dans l'histoire où il y a eu des périodes de transition comme ça, ceux qui l'ont vécu, les contemporains de cette transition, l'ont vécu d'une manière pessimiste, parce que c'est un monde qui a été perdu, sans voir le nouveau monde qui était en train de se construire. Alors oui, il y a un nouveau monde qui est en train de se construire qu'on ne sait pas encore décrypter. Ce qui m'alarme par contre, c'est le peu de mobilisation intellectuelle, je dirais, de curiosité pour savoir ce qui est en train de se fabriquer, de ce nouveau qui va apparaître. Mais oui, il y a du nouveau qui va apparaître, et ça peut être un petit peu réconfortant. Et sans doute que l'idée de groupe est tout à fait essentielle dans ce nouveau, mais ça m'étonnerait que ce soit des groupes quand même très stables dans la durée. Ça peut être des groupes très forts, très prenants, sans qu'ils soient forcément inscrits longuement dans la durée. Moi, c'est une petite hypothèse comme ça, mais ça reste à découvrir, effectivement, ce qui nous attend. Denis Burger, à Marseille, j'aurais aimé avoir le point de vue du sociologue sur le phénomène Second Life. C'est la création virtuelle d'une nouvelle identité sur D'accord. Internet. Oui. Alors là, on a deux versions un petit peu différentes sur Internet. Mais c'est vrai qu'Internet, c'est tout et son contraire. Ce qui définit un petit peu Internet, c'est que c'est une logique du flux, comme toute la société de l'information. Et le vrai savoir, c'est une vision. C'est la racine de théorie. La théorie, c'est une vision. Et qu'est-ce qui crée une vision ? C'est une architecture du savoir. Qui est souvent une œuvre personnelle. C'est une architecture. Or, Internet, c'est une logique du flux qui, quand on cherche une information, ça peut être extraordinaire. Elle est validée, parce qu'il y a le problème de valider, mais quand même, ça peut être très rapide, mais en même temps, ça fluidifie et ça n'aide pas, je dirais, à rentrer dans une architecture du savoir qui va faire
décollé de la vision commune, quoi. Et c'est pour ça que le livre papier résiste un petit peu actuellement, parce qu'il offre plus la possibilité souvent de rentrer dans une architecture du savoir. Mais en même temps, Internet, souvent on n'a pas ce qu'on trouve, hein, et puis on va trouver ce qu'on ne cherche pas. Par exemple, dans la recherche du partenaire conjugal, il faut le dire, malgré ce que disent Mythique et tout ça dans leur pub, ça marche très mal parce que ça rend l'engagement encore plus difficile. Parce que quand vous avez trouvé une personne, il continue à en avoir 1000 ou 2000 autres avec lesquels vous pouvez comparer, puis vous avez pris l'addiction, hein, c'est-à-dire même ceux qui ont choisi vont continuer à les regarder ensuite. Mais en même temps, on va se faire des centaines et des milliers d'amis, on va élargir son existence. Ça, c'est une quête d'aujourd'hui très forte, vivre plus intensément, élargir son existence. On va recevoir des messages, des bisous virtuels. Certains amis, on va les rencontrer. Quand on a un moment de déprime, on appuie sur le bouton et on a les messages, on est entouré. Alors, c'est en même temps addiction. Et puis, on peut jouer avec l'identité. On peut jouer avec l'identité et pas soi seul dans son coin. On se crée un personnage, on rentre dedans, il va avoir une vraie vie. Et là, on est dans quelque chose qui... Alors on dit virtuel, c'est faux. C'est plus compliqué que ça. Je vous ai donné l'exemple, c'était Marcus avec son image de foot. Dans le moment où il était dans l'image, il a vécu. Et là, quand on se forge un personnage qui a une certaine identité et que cette identité, elle a des vies dans l'échange avec un certain nombre de personnes, c'est plus qu'un jeu. Dans ce moment de jeu, il y a une part de soi, il y a des envols Le soi, c'est quelque chose de multiple à géométrie variable. Et des fois, on balance, c'est très facile d'écarter Internet et dire c'est que du faux, c'est que du virtuel. Il y a aussi les communautés, hein, toutes les communautés virtuelles sur Internet. Là, quand même, il se passe des choses. Et pour comprendre un petit peu des aspects de peut-être la société qui est en train de se former, il faut s'interroger aussi là-dessus, hein, même si ça fait peur et ça déroute.